le régime des dictatures et de juntes militaro-civiles est antinomique au projet et au programme de décolonisation. La décolonisation politique, économique, sociale et culturelle d'un pays précédemment colonisé ne s'effectue jamais au moyen d'un régime de domination, d'un régime de dictature militaire ou de junte militaro-civile locale, d'un groupe d'activistes qui prend le pouvoir d'État par la force, place la société et l'économie sous son contrôle total, fait du repli sur soi, de la fermeture au monde extérieur, de la répression de toute contestation et de toute critique, les critères de la souveraineté nationale, réduit la politique intérieure et la politique étrangère de l'État à la stigmatisation et à la chasse à des prétendus ennemis intérieurs et extérieurs, impose comme mantra et vérité nationale son idéologie autocratique de légitimation, son arbitraire, sa doxa et sa propagande soi-disant anticolonialiste et souverainiste. L'histoire récente de l'Afrique postcoloniale a toujours démontré que ce type de pouvoir autoproclamé substitue toujours au colonialisme exogène d'antan un colonialisme endogène, un pouvoir prédateur local qui s'appuie sur une garde prétorienne de mercenaires étrangers et de milices tribales ou claniques locales pour réprimer le peuple et conserver définitivement le pouvoir d'État. C'était une analyse de notre père Alexis Diet. Et là, vous aurez vite fait de comprendre que nous sommes en train de parler du Mali, du Burkina, où en réalité des systèmes qui disent et qui s'autoproclament comme des forces pour essayer de corriger certaines situations, mais en réalité, ces forces aujourd'hui deviennent des forces de répression, des forces même plus barbares que les colons. Et aujourd'hui, dans des pays comme le Burkina et le Mali, quand on regarde aujourd'hui le comportement de ceux qui sont à la tête de ces pays, cela nous amène à réfléchir plus d'une fois. Et en toute sincérité, je pense que ces peuples-là sont en train de commettre des erreurs suicidaires en pensant qu'ils sont en train de faire du bien à leur peuple, en s'excluant des réalités du monde. Il y a Abdul El Shaban Delmas qui posait la question de savoir que pensez-vous de la fédération malienne et burkinabé. Et chers frères, je peux vous le dire, j'ai déjà donné la réponse à cette question-là dans une émission que j'ai réalisée en appelant « Évitons la répétition des erreurs fatales ». Si vous partez suivre cette vidéo-là, vous allez comprendre, j'ai fait le lien et j'ai bien expliqué. Et je vais m'amuser comme ça à dire que quand tu es pauvre, tu vas à la banque. On dit on ne te donne pas l'argent. Maintenant, toi, tu viens me voir, moi, un autre pauvre. Tu dis, bon, allons maintenant nous deux à la banque. Quand on sera deux là, peut-être qu'ils vont nous donner l'argent. Et donc, nous deux, on se met ensemble, on s'en va à la banque. Mais la banque va nous donner la même réponse. Parce que là, maintenant, le danger est devenu plus grand. Là, maintenant, même là, c'est deux pauvres. C'est la même chose. Aujourd'hui, le Burkina Faso est un État hors la loi. Quand on fait un coup d'État, là, on est hors la loi vis-à-vis de ses propres institutions. Le Mali aussi est un État hors la loi. Aujourd'hui, il n'y a aucune institution financière qui peut leur accorder des prêts. Et ces autorités-là sont en train de s'inscrire carrément dans l'illégalité. Voilà des pays pauvres qui quittent dans le domaine du droit pour s'inscrire dans le domaine de la forfaiture internationale. Quand on laisse des forces régulières à l'échelle internationale pour aller prendre des mercenaires, pour faire un combat, nous dit-on, alors qu'en réalité, c'est pour piller l'économie de leur pays, vous comprenez donc qu'on devient un État paria. Quand on utilise la violence armée pour bâillonner, en toute sincérité, il faut le reconnaître, ce ne sont pas tous les Burkinabés qui aiment ce qui se passe dans leur pays, comme ce ne sont pas tous les Maliens qui aiment ce qui se passe là-bas. Mais cette minorité violente aujourd'hui a pris le dessus.
Et donc, le reste du monde, si nous pouvons rester là et comprendre tout cela, ça nous ramène à des états de dictature, de tyrannie. Voilà des gens qui font régresser leur propre pays pour aller encore dans le sous-développement et dans le non-développement. Et donc, quand on regarde tous ces facteurs-là, on vient à comprendre que ce ne sont pas des interlocuteurs sérieux. Imaginez-vous maintenant deux interlocuteurs non sérieux, non fréquentables qui se mettent ensemble pour aller à la Banque mondiale. On va leur donner ce qu'ils veulent? Non. Imaginez-vous deux interlocuteurs sérieux, pas sérieux, pas fréquentables, qui se mettent ensemble. Est-ce que la CEDEAO va négocier avec eux? Non. En réalité, ce qu'ils sont en train de dire, ils veulent essayer de créer, je vais dire, une tontine des misérables. J'appelle ça la tontine des misérables pour la simple bonne raison que eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans le domaine du non-droit. Donc, pourquoi ne pas s'associer dans le mal pour se satisfaire? Mais cela ne saurait les soustraire de la réalité qui va s'imposer à eux. Et donc, ce sont des errements. C'est carrément même, je vais dire, de la perdition et qui n'impressionne personne. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble parce que le monde est plus complexe que cela. Mais s'ils pensent qu'ils peuvent se satisfaire de cela pour se distraire pendant un temps, on les laisse et on les regarde dans leur jeu. C'est ce que je pouvais donner comme réponse à cette question. S'il y a retour à l'ordre constitutionnel au Mali, est-ce que l'État malien, avec à sa tête un président démocratiquement élu, pourra poursuivre le groupe Wagner et les membres? Oui, cher frère, le prochain gouvernement qui viendra pourra effectivement poursuivre les dirigeants de la transition. Parce qu'une transition même de soi-même, c'est un état d'exception. On a bouleversé l'ordre constitutionnel et on essaie de reprendre à zéro. Et donc, actuellement, même eux-mêmes, ils sont dans l'illégalité. Et donc, tout ce qu'ils ont pu faire, si on a un gouvernement responsable qui revient, on peut effectivement passer à la loupe et leur demander, bon, vous dites que vous avez fait chasser la France, mais est-ce que vous avez pu reconquérir les territoires? Non. Bon, ce que vous avez fait venir là, vous leur avez donné des sommes. Est-ce que ces sommes que vous leur avez données là, ont servi à quoi donc? Ces gens-là vont répondre. Mais Wagner, comme je l'ai dit, s'inscrit dans l'illégalité. À partir du moment où Wagner a eu ce qu'il veut là, il s'en fout des restes. Allez en Libye, allez au Soudan, allez en Centrafrique, allez en Syrie. Vous allez voir ce que Wagner a fait là-bas. Mais ils ne seront jamais jugés parce que officiellement, ils n'existent pas. Officiellement, Wagner n'existe pas. Ça veut dire que le jour qu'ils partent de ton pays là, c'est comme s'ils n'ont jamais été là-bas. Et donc, c'est ceux qui les ont amenés là qui seront comptables de ces réalités-là. Et c'est tout ça qui fait peur à Assimi Goïta. Et c'est tout ça qui fait qu'il est obligé de dire et de tromper les Maliens pour que la Constitution puisse lui permettre d'être candidat. Alors que la CEDEAO lui a dit, tu ne seras même pas candidat. Tous ceux qui ont été des membres de la transition, vous ne serez pas candidat. C'est ça aujourd'hui qui est son problème. Mais il veut faire du forcing. Comme le marabout indien de Moussa Camara Dadis qui lui avait dit, il est mieux pour toi de ne pas aller aux élections. Je me mets à la place de la CEDEAO pour dire aux dirigeants putschistes du Mali et du Burkina, il est mieux pour vous de rendre vite le pouvoir. Parce que personne ne vous a obligé à créer le chaos dans vos pays. Et donc, vous serez obligé de répondre devant les juridictions de vos pays ou devant les juridictions à l'échelle internationale. Parce que la justice internationale peut se saisir de cela. Parce que ce qui est très grave, c'est que des personnes viennent prendre l'illégalité et introduire le brigandage dans le fonctionnement de la politique internationale. C'est extrêmement grave. Et ça, si le monde entier s'assoit pour laisser l'état de non-droit prévaloir sur le droit, c'est qu'il faut désespérer du monde et je ne crois pas que le monde va s'asseoir pour les regarder. Il y a notre frère Blokis Kone qui demande, j'aimerais savoir si la sécurité à nos frontières pour des personnes qui arrivent chez nous. Et cher frère, je peux vous dire de faire confiance à nos autorités.
même quand vous voyez le déferlement de ces 8700 qui sont rentrés tout dernièrement, les autorités maîtrisent tout et comprennent très bien les enjeux. Je comprends aussi la question que vous posez. Est-ce que des djihadistes ne pourraient pas s'infiltrer parmi ces personnes et avoir un beau matin un nid de djihadistes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire? Et donc, est-ce qu'on ne sera pas victime de notre propre gentillesse? Mais je peux vous dire que nos autorités ont aujourd'hui tous les moyens de pouvoir lutter efficacement contre le djihadisme. Et la puissance même des autorités ivoiriennes consiste même dans le silence, de ne pas trop communiquer sur les puissances et les moyens militaires qu'on a. Mais je peux vous dire de faire confiance à nos autorités. Elles savent très bien ce qu'elles font. Et sinon, les djihadistes, même eux-mêmes, leur souhait, c'est de venir à Abidjan. Ou Wagner même, son souhait même, c'est de venir prendre la Côte d'Ivoire. Mais ils ne peuvent pas. Je vous dis, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina sont voisins mais ne se ressemblent pas. Comme on le dit, les moutons peuvent se promener ensemble mais n'ont pas les mêmes prix. De la même manière que les autres ont décidé d'aller se vendre moins cher aux Russes, là. Nous, on a décidé sans honte de se vendre aux Américains. La frontière du Nord aujourd'hui, c'est cadenas même avec les Américains. J'ai dit, c'est cadenas avec les Américains. Et je ne crois pas que, même stratégiquement parlant, je ne parle même pas de la tactique, les Russes vont s'amuser à venir faire ce jeu-là. Sinon, sincèrement, ça ne sera pas bon pour eux. C'est ce que je peux dire sur cette question-là pour vous rassurer. Et puis, il y a le gouvernement aussi qui mène une politique très importante de réinsertion des jeunes. Et ça, quand même, il faut le dire, Mamadou Touré vient de distribuer 72 millions à certains jeunes pour des projets. En toute sincérité, c'est ce que il faut que les gens comprennent. Nous ne sommes contre personne. Quand quelque chose est fait là, nous on dit. Quand quelque chose n'est pas fait, on dit. Pas plus tard que la semaine passée, il y a eu une distribution de chèques de 72 millions aux jeunes du Nord pour des projets. Et ça, c'est la meilleure manière pour lutter contre le djihadisme. Et donc, ça aussi, il faut féliciter cela. Parce que quand quelque chose est bien, il faut dire c'est bien. Quand quelque chose est mauvais, il faut dire c'est mauvais. Nous, on n'a rien contre Mamadou Touré. Mais, quand il fait aussi du bien là, il faut qu'on puisse le dire comme l'exemple qui est donné là. Et ça aide énormément à lutter contre le djihadisme. Et c'est très important, c'est ce que le Mali et le Burkina n'ont pas compris. Il y a Abdul Shaban Delmas qui dit « Chers frères éclaireurs, le Premier ministre malien a affirmé qu'il aura des élections présidentielles lorsque le Mali retrouvera sa sécurité. N'est-il pas en train de dire que la junte restera au pouvoir définitivement ?» Oui, chers frères, nous sommes dans un monde où quand l'éclaireur se lève le matin, il peut dire que lui va changer le monde ou bien que le monde fonctionne en fonction de ses règles. Mais les mêmes sanctions économiques, qu'est-ce que le président Ouattara a dit après la libération de nos 43? Il a invité les Maliens à assumer leurs responsabilités et à aller à des élections. C'est le message de la CEDEAO. Les gens leur ont donné un temps. Ils feront semblant de jouer les durs, de créer d'autres nouveaux problèmes. Mais la réalité s'impose à eux. Même aujourd'hui, ils viennent de chasser un dirigeant de la MINUSMA du Mali. Pour reprendre les mêmes scénarios, non. Et ils nous disent encore que la semaine prochaine, il y a Sergei Lavrov qui va venir négocier avec eux. Mais ce n'est pas la Russie qui va venir organiser vos élections. En fait, tout ça là, c'est une manière de détourner les attentions. Le problème des 49 Ivoiriens étant passé, ils se retrouvent en face de la réalité qui s'impose à eux. Et s'ils ne le font pas là, les sanctions économiques vont s'imposer à eux, de sorte qu'ils vont devenir encore plus fragiles. Et ça ne fera pas... Soit c'est le peuple même qui va se lever contre eux pour mettre fin à cette dictature-là. Et je crois qu'ils sont aujourd'hui piégés et eux-mêmes en sont conscients.